J'ai jamais pensé que je deviendrais vite un photographe bon. Je veux dire, je pense que j'ai choisi une voie qui demande vraiment du temps. Alors j'ai du bol, ça fait 20 ans et je pense que ça va encore un peu continuer, enfin en tout cas le temps que ça peut, mais ça commence à devenir intéressant maintenant. C'est-à-dire d'avoir ouvert toutes ces portes-là, en fait elles se nourrissent toutes les unes des autres. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Tous les mois, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Aujourd'hui, je rencontre Julien Mignot, artiste français né en 1981. Après avoir fait ses premiers pas de photographe-reporter dans les coulisses des défilés de mode, il s'est spécialisé dans le portrait, notamment le portrait de célébrités. Photographe du Festival de Cannes, vous avez pu croiser ses clichés dans Elle, Vanity Fair, Le Monde, Libé, Télérama ou encore le New Yorker. Représenté par la galerie Interval, il mène également des projets plus personnels, parmi lesquels 96 Months ou Screen Love, des œuvres intimes à la narration singulière qui incarnent la richesse de son langage photographique. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours, sa conception de l'image photographique et de l'objet photographique, et de la façon dont il a fait de l'éclectisme de ses sujets l'une des forces de son travail. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton studio parisien. Ça y est, on arrive enfin à la faire, cette interview. Avec plaisir. Et en vrai, en plus. Et en vrai. C'est important de le préciser. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu t'es retrouvé à faire de la photo ton métier ? Il me semble avoir compris que plutôt que d'entrer par la porte, tu es presque littéralement passé par la fenêtre. Ouais, c'est à peu près ça. J'ai passé mon enfance et la plupart de mes études en Auvergne. J'étais en maîtrise de géographie. Et ce qui n'est pas forcément incompatible avec une carrière de photographe, puisque la géographie s'intéresse à peu près à tout tant qu'il s'agit d'espace, et la photographie, dès lors qu'on arrive à capturer un instantané, on peut en parler. Et donc la première chose, c'était de quitter l'Auvergne, et donc par des allers-retours ici à Paris, en trouvant des sujets, les premiers dans les défilés de mode, par un pur hasard, parce que ma mère disposait d'un fax. Enfin, pas ma mère, mais le contribuable beaumontois, et ma mère était concierge de la mairie, donc je pouvais aller tranquillement dans les bureaux le soir pour aller imprimer des fax. Alors je planquais bien l'en-tête mairie de Beaumont, parce que franchement ça fait mauvais genre chez Chanel. On n'a jamais eu les accréditations non plus, pour de vrai. Mais en revanche, il y avait tout un tas de plus jeunes créateurs. Il faut s'imaginer des coulisses de défilés dans lesquelles il n'y avait pas d'Instagrammeurs, dans lesquelles il n'y avait pas toute pléthore de blogueurs. Et, c'est possible. Bien sûr. Bah, en 2001, sans Internet, je veux dire, peu d'Internet, tout à fait possible. Et puis, pas d'Instagram, pas de Facebook et tout ça. Donc, ils étaient contents d'avoir des jeunes photographes qui venaient s'intéresser à eux, je pense. Ou alors, ils n'étaient pas très vigilants. Bref, peu importe. Toujours est-il qu'on a eu ces accès-là qui permettaient, je dis on parce qu'on le faisait à plusieurs avec des copains, c'était plus marrant. Et notamment Vincent avec qui j'ai monté le studio dans lequel on est aujourd'hui. Et voilà, ça a été un peu ces débuts-là de se retrouver dans cette effervescence des défilés parisiens, en ayant peu de sous, en prenant nos petits déjeuners à la solde des créateurs dans les buffets des backstage. C'était pas très glorieux, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et fort de ces images, en fait, que je tirais, j'avais installé, j'avais des parents assez cool quand même. Ils avaient été suffisamment gentils pour couper la salle de bain en deux, et on avait fabriqué un labo dans lequel je passais à peu près toutes mes nuits, ce qui a fait aussi que je me suis vraiment, je pense, passionné pour la musique, parce que j'ai découvert assez tard la musique, mais ça a pris une part très importante dans ma vie, et parce que j'écoutais beaucoup d'albums en développant, c'est assez méditatif la nuit, et puis justement on pouvait laisser traîner ce format-là de l'album en entier, en tirant des photographies. Et ça me permettait de fabriquer des petits books un peu à la main, un peu chouettes, que je revenais montrer timidement au directeur de rédaction, aux iconographes, dont je trouvais les coordonnées dans les ours de mon marchand de journaux préféré, à qui j'achetais pas tous les magazines que je feuilletais. Voilà. Et du coup, toute la chimie photographique, tu l'as appris en autodidacte ? Complètement. Ça a été, en fait, la photographie, ça a une seule vertu. Pour moi, c'est vraiment la question c'est assez générique, hein, mais de la curiosité.
On prend un sujet et n'importe lequel peut être bon dès lors qu'on choisit de le décrire ainsi. Et cet appareil photo, c'est vraiment ça. C'est vraiment une clé, une posture, une manière d'être au monde qui permet d'aller sur des terrains dans lesquels on n'aurait jamais découvert, qu'on n'aurait jamais découvert si ça n'avait pas existé. Et à ton avis, si t'avais pas été photographe, t'aurais été quoi? Alors j'ai un bac ST électronique, donc j'aurais pu réparer des machines avec des 0 et des 1. Ça aurait pu être lassant. Et ou sur des histoires de géographie, je pense. Il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient dans la photographie, notamment la question des perceptions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reçoit un espace et comment on se fabrique des cartes mentales, tout ça. Ça aurait pu m'intéresser, mais qu'est-ce que je me serais ennuyé si j'avais pas fait ça. Et au-delà de cette curiosité dont tu me parlais, comment t'appréhendes le médium photographique? Qu'est-ce qui fait sa force par rapport à d'autres, comme la vidéo par exemple? Alors c'est vraiment quelque chose de très empirique. C'est que pour moi c'est le plus simple à prendre en main. C'est très ergonomique la photographie. C'est pas du violon, c'est pas un instrument de musique, il faut pas 8 ans pour arriver à le maîtriser et en sortir une note sans ennuyer ses voisins. Là, on peut être très discret et à moindre frais économiquement et dans le labeur, en tout cas arriver à des résultats assez probants dès le départ. Donc il y a quand même l'espèce de parabole de la plante verte qui pousse sur un rocher, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas grand-chose, mais ça peut marcher. Voilà, au départ, il y a vraiment cette histoire de se mettre à la photographie comme ça, puis moi je la découvre de manière très classique. Enfin, je veux dire, mes héros du début, c'est la photographie française, c'est la photographie américaine, c'est Robert Frank, Cartier-Bresson et Avedon et compagnie. J'ai très peur du portrait, je me mets à distance des gens, j'aime bien aller effectivement dans la rue, attaqué par de la street photographie ou des sujets très reportages chez Libé, mais on est en tout cas aujourd'hui 20 ans plus tard, quand je regarde où je suis enfin ce que représentent mes images aujourd'hui, la manière dont je traite mes sujets, je m'en suis vraiment éloigné, mais au départ elle commence de manière extrêmement classique en tout cas. Et donc là, aujourd'hui, tu me parles de tes premières inspi qui étaient plutôt les grands maîtres de la photo. Comment elles ont évolué, ces inspirations, aujourd'hui? Au-delà de ce classicisme, ensuite, il y a eu tout l'impact de l'agence Vue. Il y a eu d'Agatha, Richard, à l'époque qui était chez Vue, Richard Dumas, Ackerman, tous ces gens-là du gros grain noir et blanc, vraiment un truc qui m'a passionné un petit moment. Puis on est passé chez les portraitistes. Vraiment, ça a été le deuxième volet de l'histoire. Et puis plus ça va et plus ça devient plasticien. Comment il y a un vrai décalage avec le médium et comment est-ce qu'on ne reste pas seulement dans quelque chose, un objet en 2 dimensions. Voilà, comment est-ce qu'on s'en affranchit. Et puis avec toujours autant de plaisir de revenir à des choses plus classiques. Mais voilà, enfin, Michael Wolff aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pour moi est génial. Mes contemporains comme Edward Offenbach et tant d'autres que j'ai découvert dans des salons. Je suis passé des rédactions de Libé à des salons comme Approche ou Art Paris ou Unseen. C'est des endroits d'exploration diverses en tout cas, où on se confronte à ses contemporains et qui apportent d'autres perspectives sur le métier, tel qu'on se donne des possibilités en fait de pouvoir le faire différemment. Est-ce que ce passage dans le monde de la photographie très plasticienne est bien perçu entre guillemets? Alors on touche au cœur du problème, c'est que toute ma vie on m'a dit il faut choisir. Le jour où je faisais du reportage, c'était du reportage. Quand c'était du reportrait, il fallait faire que du portrait. Quand je faisais des pochettes d'albums, il fallait que ce soit classique ou pop, mais pas les deux. Et j'ai surtout pas respecté ça. Et là, quand un jour il a fallu trouver une galerie, et c'est Interval qui m'a représenté, c'est l'un des rares qui a compris, comment dire, parce que c'était pas très clair, qui a peut-être décelé une certaine trame, et en tout cas une direction qui était un peu prise, un cap, voilà, qui a discerné un cap dans mon boulot. Et en fait, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien parce que comme mon activité a plutôt bien marché, je me retrouve avec des différents interlocuteurs qui séparent très bien ça. J'ai un agent qui s'occupe vraiment de choses qui sont, en tout cas des projets qui sont plus du côté de la pub, un producteur qui s'occupe plus des questions de cinéma et un galeriste qui s'occupe de ces questions-là. Donc en fait, je pense que quand je suis exposé dans un salon ou chez Yann, hein, c'est marrant comme les gens te collent des étiquettes et à ce moment-là t'es artiste et puis puis j'ai une carte de presse quand je vais faire un sujet pour le New York Times, mais ça c'est des mondes assez imperméables et je le déplore en fait, je trouve ça assez dommage. Et tu parles d'une trame par exemple, pour toi cette trame elle est visible ou justement tu te plais dans cette
moi, je m'y sens très bien, je m'y sens très à l'aise et je laisse le soin surtout aux autres de la décrire. Preuve en est, c'est qu'ils doivent la trouver puisque je travaille, tant mieux. Mais ce qui est déclencheur, pour moi, ça vient vraiment d'obsession assez... c'était quelque chose qu'on avait débattu à Arles avec Julien Magre et Françoise Huguier, je me souviens, où on disait, en fait, finalement, la photographie, ça part vraiment de questions d'obsession. Et je crois qu'ils ont raison. Il y a des fondements très anciens qui sont là au fond de nous. Et c'est ce que je retrouve dans la photographie plasticienne. Chaque fois, ça revient sur des sujets très ancrés et assez anciens, pour lesquels j'avais pas forcément moyen de le traiter jusqu'à présent. Et il a fallu avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir s'armer et à un moment donné créer les outils pour pouvoir les utiliser et les montrer. Il y a vraiment une question de progression technique aussi qui est importante et de s'autoriser de passer certaines limites en fait. Alors de tous les sujets que tu traites, est-ce qu'il y a un peu une variable un peu unique? Qu'est-ce qui constitue pour toi une photo réussie lorsque tu vas passer en revue tout ton travail, après un shoot par exemple? Qu'est-ce qui va te faire t'arrêter sur une photo en disant celle-là, elle est réussie? Alors, je pense qu'au début, on a besoin d'un cadre assez normé pour pouvoir arriver à le décrire. Et pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, ça reste 3 éléments. C'est la question la question de l'instant, la question du cadre et la question de la lumière. J'invente pas grand-chose en disant ça. Mais et aujourd'hui, ça devient de plus en plus instinctif. Il y a un truc qui à un moment donné nous accroche, une aspérité en fait. C'est comme un mur d'escalade quoi. À un moment donné, il y a une prise. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut s'appuyer sur cette image-là, qu'elle tient bon, qu'elle va pas nous lâcher. Et à cet endroit-là, voilà, je sais que ça tient, donc que je peux garder cette image et qu'elle va rentrer dans une série. Puis après, il y a la question du temps aussi. Moi, je mets très longtemps, par exemple, sur mes séries que je propose en galerie. C'est des travaux qui demandent vraiment du temps à mûrir, en général, 2 ou 3 ans. Ça peut paraître très dissolu comme ça le travail, mais en fait, je pense que moi, je les sépare en fait en ayant un boulot pour la presse qui est très immédiat, un boulot, disons, de commande un peu plus publicitaire qui est sur un temps moyen où on va préparer un mois un shooting, et puis cette question de artistique qui va vraiment demander plus de formalisation, plus de temps, plus de réflexion et de distance. Et ça permet de choisir une bonne image en fait. À un moment, les choses décantent, elles retombent doucement au fond du bocal et puis elles clarifient un peu l'image qu'on se fait d'un travail qui devient limpide. Alors ton style est notamment reconnaissable à ton attention au grain, à la texture, à la profondeur des contrastes. Est-ce que c'est une esthétique qui est arrivée comme ça de façon un peu instinctive ou est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu travaillé au fil du temps? Comment tu perçois ton rapport à l'esthétique? Alors, il y a toujours eu, moi, un rapport ultra puissant à la matière, quoi qu'il arrive, en tout cas que j'admirais chez les autres. Je me souviens d'une fois à Cannes où on avait eu une altercation comme ça avec un photographe qui me disait, qui me suspectait d'avoir une retouche un peu similaire à la sienne. Et bon, ça m'avait laissé un peu quoi, parce que je crois qu'en fait on s'inspire tous aussi bien de ses contemporains que de peintres, même de peintures assez anciennes, même de photographies du début du siècle jusqu'à nos jours. Donc moi, quand vraiment, voilà, il y a eu un moment où je me suis vraiment intéressé au noir et blanc, à cette matière très dure, avec des grains très gros, des procédés de développement très longs, qui éclatait cette matière-là. Je l'ai vraiment investiguée du point de vue technique, donc je pense qu'elle s'est peu à peu, elle a vraiment peu à peu infusé en moi. Et ce rapport au tirage aussi, pour lequel j'ai passé énormément de temps dans la chambre noire, ça se retrouve aujourd'hui. Même si j'ai pas peur de travailler en numérique, je trouve que les progrès techniques sont les mêmes au fil des âges. Je veux dire, le jour où on passe du grand format au petit format, ça crée des problèmes et ainsi de suite. C'est jamais la perspective future, et puis ensuite on y revient et les choses se développent et on voit l'intérêt des différents outils. Moi, j'y trouve un grand intérêt à la photographie numérique, mais je peux absolument pas me détacher de cet aspect organique des choses, en tout cas. Aujourd'hui, on a lancé avec le studio une marque qui s'appelle Unique et qui, en fait, à partir de fichiers numériques, fabrique des contre-types dédiés à des procédés anciens. Pour pouvoir retirer à partir d'une photo numérique faire un tirage fresson, qui est une technique qui, pour moi, est fondamentale. Je fais pas tout avec cette technique-là, parce que c'est compliqué, mais ce que j'ai trouvé chez eux et
chez Fresson par exemple, c'est me donner en fait ils réinterprètent une autre fois l'image. C'est-à-dire que moi, une fois que l'image elle est faite, j'aime bien la transmettre, que ce soit au spectateur ou en tout cas à quelqu'un qui va la recevoir et la formaliser à son tour. Et quand je vais les voir, faut pas être très contrôle fric de toute façon parce qu'ils refont pas deux fois la même photo. Mais cette image-là, voilà, on ouvre une troisième dimension en fait. Un moment où on parle on échange avec le tireur et que lui va l'interpréter. Et cette question du grain, c'est aussi parce que ça donne une forme de vibration, une forme de danse et de l'aléatoire. Et je crois que une photo, elle est jamais aussi finalement bonne que quand les choses nous échappent, un peu. Donc ça, c'est pour aller jusqu'au bout de tout ça, peut-être que j'essaie de retrouver du grain dans ma photographie. Ouais, on va en reparler d'ailleurs. Tu es notamment connu pour tes portraits de stars, parmi elles Xavier Dolan, Robert Pattinson, Adèle Haenel, Kit Harington, enfin bref, la liste est longue. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé à devenir photographe au Festival de Cannes ? Il s'avère qu'à un moment, je travaille pour Grazia. Et Grazia a la chance de se doter à ce moment-là d'un rédacteur en chef issu de la grande famille des Inrecuptibles notamment, qui s'appelle Joseph Ghosn. Et Joseph vient avec Philippe Azouri, son compère de toujours, qui est aussi un ancien de Libération et des Inrecuptibles. Et il se retrouve à la tête de ce journal qui est certes un féminin, très affranchi des franchises justement d'autres pays, type l'Angleterre, où c'est un tabloïd, et l'Italie, où on parle de célébrités, où on est plus près de Galavoici que réellement d'un magazine intéressant. Et les pages culture de Grazia sont sans doute parmi les pages culturelles les plus intéressantes de la presse française à ce moment-là. Et ils germent dans leur idée, parce qu'ils ont vécu ce genre de festival un peu dingue dans les années folles, avec justement Libération qui était sur place, et puis l'émulation d'un quotidien cannois. Germe l'idée en fait de proposer un quotidien sur la Croisette gratuite tous les jours. Donc ils reforment une équipe de journalistes, parmi lesquels Gérard Lefort, Olivier Séguré, Romain Charbon et Marie Coleman, et Philippe Azouri, donc bien sûr, qui dirige cette petite rédaction, et on se retrouve à Cannes, catapulté là-bas, avec des mecs qui ont plus d'un siècle de Cannes si on les met bout à bout, et il faut un photographe. Et Zora Mokhtari, qui est l'iconographe de Grazia à ce moment-là, parle de moi à Philippe, sans doute parce qu'elle savait que je savais faire du reportage et que j'en venais, et qu'elle avait commencé à me faire quelques portraits, que ça se passait bien. Le tout premier portrait, c'est Libération qui me les fait faire, mais j'ai très peur, et la quatrième de couve, je la foire à chaque coup en général. Et c'est toujours vrai, c'est marrant comme cette quatrième de couve, il y a quelque chose d'assez flippant. Donc voilà, je suis pas le mec le plus à l'aise en portrait à ce moment-là, mais en tout cas, je suis un peu le couteau suisse. Et ils me disent, est-ce que ça te dit de venir avec nous à Cannes ? Je dis évidemment. Et on se retrouve dans ce bain-là à photographier d'une édition à l'autre entre 60 et 100 portraits en 10 jours, ce qui est absolument monumental, à fabriquer une couve, 2 portraits intérieurs, une page pleine de photographies, de moments glanés comme ça sur la Croisette et saisis un peu au hasard le jour et la nuit. Donc à vraiment dormir 4 heures sans... Tu dormais quand ? En fait, en vrai, c'était du 4h du matin, 8h du matin, avec Ava Duparc, avec qui j'étais là-bas, et avec qui on travaillait en flux tendu, parce qu'il fallait retoucher et livrer dans la foulée. Et donc sans faire la fête, déjà, pas trop, un peu, et en étant hyper heureux de pas trop dormir, quoi. C'était super. Enfin, et puis c'est une école géniale. On se retrouve enfin voilà, on ingurgite 100 portraits avec des immenses stars et des personnes qu'on admire en face de soi pendant une semaine. C'est dingue. Et ça, du coup, c'était en quelle année ? Ça démarre en 19, 18, 17, 16, 15, 2015, 2019, 5 ans. Et du coup, t'espères pouvoir y retourner lors du prochain festival ? C'est marrant parce qu'on l'a fait 4 ans avec Grazia, et je pense que j'étais un petit peu au bout de l'histoire. La rédaction a déménagé à Vanity Fair, j'entends par là Joseph et Philippe. Et on est reparti avec l'équipe Vanity Fair, et c'était super. C'était une autre nouvelle expérience. Et alors que c'était les mêmes personnes, mais c'était un autre format, c'était différent. Et en fait, ça a remis un peu de neuf dans un projet qui commençait à s'essouffler un peu. Donc ouais, bien sûr, j'espère vraiment pouvoir y retourner. Ouais. La majorité de tes photos à Cannes doivent être prises en quelques secondes. Qu'est-ce que ça implique ? Grosse décharge d'adrénaline, ça c'est certain. Et puis surtout d'être
Enfin, faut vraiment être affûté. Voilà, c'est un autre métier. Ce que j'ai parlé tout à l'heure du temps long, des questions de photographie destinée aux galeries. Là, on est vraiment dans le temps le plus court qui existe. En fait, ça commence à marcher le jour où on se dit, c'est pas grave si je fais un portrait pourri. Il y a une telle pression que quand c'est une question de couve, et en général, plus la personne est importante, moins elle a de temps, donc plus elle se retrouve à un endroit du magazine qui est stratégique, donc avec un portrait qui va être mis en avant, et c'est super, c'est beaucoup de pression, mais finalement, le jour où on dépasse ça et où on se dit, en fait, ça va aller, ça se passe bien. C'est comme d'hab, c'est une question de lâcher prise et de pas... Moi, je suis pas quelqu'un qui aime... Enfin, je travaille toujours au dernier moment, mais je suis assez calme. Lors de tes prises de vue, tu recherches l'accident, l'imprévu, le risque. Tu es face à des personnes très habituées à l'exercice photographique. Je vais donc te poser une question que j'avais également posée à Julien Benamou, photographe de danse, qui était le premier invité du premier épisode des Perspectives. Comment fais-tu pour apposer ton regard sur un sujet qui est déjà artistique ? Quelle liberté, quel équilibre tu trouves entre création et aussi respect des vanités et des exigences des attachés de presse ? Dans le portrait, en fait, la liberté totale, je trouve qu'elle n'existe pas vraiment. Et j'aime d'ailleurs, c'est vraiment une réflexion centrale en ce moment, j'aimerais bien me trouver un espace de liberté pour faire du portrait à ma façon. Ou en tout cas, instaurer les termes d'une rencontre qui soient justement décalés des attentes de l'artiste ou de l'attaché de presse ou de la marque qui est derrière. À Cannes, une bonne image, c'est quand elle s'affranchit de tout ça, mais ça arrive très rarement. Si on fait la liste de tout, donc 5 Cannes en moyenne 80 portraits, je pense qu'il y en a entre 3 et 400 qui ont été faits là-bas. Et auquel on peut en rajouter à peu près, à mon avis, autant de faits pour la presse. Et aujourd'hui, il y a finalement peu de portraits que je garde et que j'expose. Quand on fait la pochette d'un artiste pour son album, c'est que j'adhère au projet, c'est que sa musique ou la musique ou la personne ou les deux me plaisent. Et voilà, où il y a vraiment une connivence qui existe entre nous et qui va, en fait, je me mets au service d'eux. Quand je suis à Cannes pour Vanity Fair, je suis au service de Vanity Fair. Et puis parfois, il y a un truc de magique. C'est-à-dire qu'il y a le terrain qui existe entre deux personnes, affranchies de toute la contingence du périmètre autour. Et là, on se retrouve vraiment. Et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui fait une bonne photo. C'est ce que peu de gens comprennent, puisqu'on est en Cannes, on est dans une énorme maîtrise de tout. Et c'est dommage. Et par exemple, je me souviens d'une image de Margot Robbie. Et voilà, super, c'est Margot Robbie, mais elle est très belle, elle est dans une robe Chanel. Et il y a des moments où on sait très bien que la photographie, on l'aura pas. Et donc dans ce cas, on se raccroche à une chose qui est juste la connaissance technique qu'on a pour faire une bonne photo. Mais la perspective d'une belle image derrière celle qui existe déjà plastiquement et qui est quelque chose de vibrant et qui va véhiculer quelque chose d'émotionnel, de différent que celle de tous les autres photographes, et de ce que la personne aura donné aux autres photographes et de ce que moi j'aurais réussi à choper à ce moment-là, c'est très rare. Ça arrive pas si souvent que ça. En fait, à Cannes, tu dois vivre des sacrés moments de frustration, finalement. Ouais, pas mal. C'est pas faux. Mais, et en même temps, mais c'est comme dans la vie, je veux dire. Enfin, on vit... Les moments de grâce, c'est rare, quoi. C'est pas des trucs qui arrivent souvent. Et l'avantage de l'expérience, c'est que ça permet au bout d'un moment d'arriver à trouver des systèmes pour en tout cas avoir un terreau favorable à ce que ce genre de situation puisse arriver. Je voudrais maintenant parler de tes travaux personnels. En 2016, tu intègres la galerie Intervalle avec 96 Months, un projet qui paraîtra sous forme de livre photographique aux éditions Filigrane en 2018. Cet ouvrage retrace 8 années d'errance photographique où se mélangent paysages fantomatiques, instants de vie, portraits vaporeux. On ne sait pas trop si tu es hanté par ce qui se pose sous tes yeux ou si c'est toi qui hantes les territoires que tu photographies. Tu nous y livres un peu ta représentation du réel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet ? 96 Months, c'est curieux. En fait, il est né donc en 2009. Mais en vrai, je me suis rendu compte de quelle était sa portée quand il s'est achevé. En fait, je faisais beaucoup de commandes à ce moment-là et beaucoup de photos tout court. En dehors des commandes, justement, j'avais cette expérimentation de tous ces différents photographes qui allaient me marquer et puis d'un coup c'était du flash et puis d'un coup de la couleur et du noir et blanc. Enfin, c'était très diffus, différent, hétéroclite, un gros bazar, quoi. Et je savais pas tellement quoi en faire. Si ce n'est que je m'évertuais à pas les oublier, donc à les classer tous les mois, au moins, et à les éditer, à les choisir. Ça leur donnait une existence et ça faisait vivre des souvenirs. En fait, elles existaient. Et par-dessus le marché,
formalisais un texte, j'avais toujours des petits carnets dans lesquels je grattais des trucs, c'était pas très lisible et intéressant. Mais à la fin du mois, je me disais, tiens, je vais le remettre un peu en forme, et ça prenait un peu plus de relief, ou en tout cas, il y avait des idées plus ou moins pertinentes qui pouvaient se dessiner. Et pareil, pour pas oublier, pour aussi cataloguer la musique que j'écoutais à cet endroit-là, je faisais des playlists mensuelles, et je livrais tout ça, au départ sur un blog, puis ensuite sur mon site, et à la fin de l'année, clac, je faisais des petites rétrospectives. Et le corpus était gigantesque parce qu'en 8 ans, ça représentait 1 millier de photos, je ne sais combien de pages de texte et tout autant de morceaux de musique. Ce qui a donné notre rencontre avec Yann, c'est le salon Approche. Et c'est Mila Genuardi qui m'a présenté Yann, parce que j'avais très envie de moi faire fabriquer des frissons. Et dans son salon, qui était finalement... qui proposait une vision très contemporaine de la photographie, revenir avec des photographies plutôt contemporaines aux sources de la photographie, qui est le tirage frisson, et qui est aussi d'une certaine manière un tirage assez unique et très particulier, quoi, qu'on voyait moins aussi à cette époque-là sur les murs, eh bien ça l'intéressait. Donc c'est elle qui m'a présenté Yann, et en fait c'est clairement une recherche d'identité, 96 Months, une identité de style, ça part dans plein de sens, et c'est une vraie errance, et il faut pouvoir accepter de se perdre, accepter que tout le monde soit pas accepter qu'on ne comprenne pas très bien là où va ce livre-là, en fait, accepter les images pour ce qu'elles sont individuellement, et quand on prend suffisamment de recul, c'est je pense quelque chose que vivent plein de gens, en fait. C'est juste à un moment donné, c'est comment je m'égare, comment je me perds, comment je me retrouve, comment je me rattrape aux branches, et pas moi, hein, je veux dire, comment est-ce que quelqu'un fait ce parcours-là assez initiatique. Et moi, en fait, ça correspond très précisément à une recherche d'identité. J'ai commencé cette histoire-là, en fait, juste après le décès de mon père. Entre-temps, j'ai appris que j'avais un autre père biologique qui, lui, était moins mort, et je l'ai retrouvé. Donc, et en fait, je l'ai arrêté naturellement une fois que j'ai retrouvé ce monsieur et que je lui ai parlé. Et c'était très exactement, en fait, le cycle de 96 Months, mais je me suis absolument pas rendu compte qu'il était marqué de part et d'autre par ces 2 dates assez symboliques, et que ce qui représentait exactement ce truc-là, en fait. Il y a ensuite eu Screen Love et enfin Airline. Screen Love, c'est un projet assez envoûtant où tu interroges le regardeur sur son rapport au voyeurisme. Tu as photographié au Leica ton écran d'ordinateur connecté à des webcams érotiques. Il en résulte 50 clichés très flous, très incomplets, où l'on peine à discerner les visages et les corps. Qu'est-ce qui t'a amené à cette série ? Je le disais tout à l'heure, ma mère était concierge. Donc au dernier étage, on avait un appartement. Elle avait un appartement de fonction où il y avait en fait des fenêtres qui commençaient très haut. C'est-à-dire qu'il fallait grandir pour voir dehors. Donc ça crée une certaine tension. Les grandes fenêtres, on voyait le ciel, et puis voilà. Et puis il y avait des petits escaliers. Et une fois qu'on dépassait le chevet de la fenêtre, on pouvait voir ce qui se passait en face. Et en face, il y avait un grand immeuble, une barre d'immeubles, dans lesquels il se passait plein de trucs. Et j'adorais regarder chez mes voisins aux jumelles. Rien de très neuf non plus. C'est quand même un sport national. Le voyeurisme, je pense, intéresse la plupart des gens qui s'intéressent à la photographie ou écoutent ton podcast. Donc voilà, et je me suis dit, c'est quoi la version moderne aujourd'hui du voyeurisme, quand on a tous finalement notre intimité sur les réseaux sociaux, si ce n'est dans la poche, et que tout est filmé et retransmis en webcam en permanence. Je me suis intéressé aux webcams classiques, où on retrouvait des pandas qui mangeaient des feuilles d'eucalyptus, des avions qui décollaient, les chutes du Niagara, des sites touristiques, bref, pas quelque chose de très intéressant ni de très intime. Je regardais les réseaux Periscope, tout ça. Et en fait, je me rappelais de Chatroulette, qui était en fait 2 webcams qui se connectent de manière absolument aléatoire, et on décide ou pas de passer à la suivante. Il s'avère que c'était quelque chose d'assez marrant au début, où on pouvait discuter avec un gardien de parking chinois. Enfin, discuter, on parlait pas franchement la même langue, mais en tout cas, s'observer, se regarder, éventuellement tenter de se raconter des trucs dans des choses assez incongrues. C'était devenu vraiment le paradis du sexe, puisque c'était plus des hommes qui s'exhibaient à tout bout de champ, donc c'était pas très intéressant. Tant qu'apprendre le paradigme porno, je me suis dit, allons voir du côté des sites franchement porno, et donc des gens qui se montrent justement à travers ces petites fenêtres, et qui tirent le rideau sur leur intimité, et laissent voir un vrai show, quelque chose de tarifé, en fait, avec une vraie vertu, pour la plupart économique. Ça, c'est pour les plus connus. Et puis ensuite, il y a la dernière page où on se retrouve les mêmes personnes exhibitionnistes ou voyeurs, et qui souhaitent en fait simplement que les gens les regardent, et sont moins beaux,
moins conformes aux critères sociaux, sont pas là pour qu'il y a tout un système de tips en fait pour qu'on leur donne de l'argent. Ils sont juste là parce que ça leur permet d'exister. Je me suis rendu compte que sur ces sites, il y avait énormément d'ennuis, qu'il s'agisse pour les plus jolis, pour les plus bankable, d'attendre en fait qu'il y ait une audience suffisante pour faire un show et qu'il puisse y avoir beaucoup de monde capable de leur donner des tips, ou alors complètement à l'inverse, de l'autre côté, au fin fond de je ne sais quel pays d'Europe de l'Est, quelqu'un qui est sur son lit et s'ennuie. Enfin, il faut s'imaginer un monde dans lequel j'ai croisé des autruches, des personnes qui sont victimes du syndrome de Diogène, c'est-à-dire qui entassent des choses dans leur appartement du sol au plafond. La série Screen Love qui est en galerie aujourd'hui, c'est une série très plastique qui reprend les photos de ces protagonistes-là, alors en essayant de respecter après la proportion homme-femme qui existe sur le site, homme-femme et couple, de ces personnes qui se montrent à la fois en extase parfois, puisque ça reste quand même, c'est pour ça qu'on connaît le site, ou alors ces personnes correspondent moins, ce que je disais tout à l'heure, aux critères en tout cas de ce qu'on attend en allant sur ce genre de site. Et je les ai encapsulés dans des espèces de blocs de plexiglas c'était ma très prochaine épais. question. Ça m'intriguait. Pourquoi n'avoir pas tiré ces photos de façon un peu traditionnelle? Donc pour l'explication, tu les as intégrées dans des gros des monolithes transparents très épais. Qu'est-ce que c'est comme Du plexiglas. C'est du plexiglas. Aussi bien que quand on le regarde de côté, on se retrouve un peu déconnecté finalement. Ils disparaissent complètement en fait. Le tirage est au fond. Et on a du mal à le situer quand on est spectateur et qu'on le voit pour la première fois. Le tirage est derrière ce plexiglas. Pourquoi ce plexiglas ? Parce qu'il nous met à distance, parce que c'est la même manière, en tout cas, d'aseptiser quelque chose un corps qui est un élément qui est quand même super organique au départ. Et à travers un écran, ça devient un fantasme dans lequel même les idées qu'on en a s'aseptisent. Et donc moi, c'était très important d'avoir cette distance-là qui existe dans l'objet que j'allais proposer au public. Et puis, alors, ça a été 1 an de développement pour trouver les fournisseurs capables de le faire. Ça s'apparente, c'est dérivé de la technique du diasec, mais qui diasec, c'est quelque chose qui est sur 4 cm d'épaisseur seulement. Là, on arrive à une épaisseur de 8, ce qui est beaucoup. Et il fallait vraiment ça pour que ça marche. Et le polir, avoir cette sensation de disparition complète lorsqu'on regarde l'œuvre dans la tranche, c'était très important. Il y a donc toute cette partie du boulot qui existe chez Interval et ce qui est pour l'instant ce que la galerie montre. Et puis à Clermont-Ferrand, je viens de terminer une expo qui s'est achevée après l'été, quand on avait encore le droit de voir des expositions. Et c'est donc on montrait cette série-là avec en vis-à-vis tous les intérieurs aussi incongrus ou bizarres que j'avais pu trouver, qui étaient photographiés net, tiré sur une feuille volante et qui était comme une énorme mosaïque d'un monde sans cesse changeant en fait, qui était en vis-à-vis l'un de l'autre. Voilà, on avait vraiment cette perspective qui opposait ces blocs. Disons, c'est la réalité brute et son fantasme qui se regardent en chien de fusil en permanence. C'est ça qui m'intéressait vraiment dans ce boulot. Après, une dimension sonore, enfin, il y a plein de choses. Sonore ? Ouais, en fait, j'ai enregistré aussi tous les sons. Il y a un son de tips, en fait, à chaque fois que les gens tipsent, à chaque fois que les gens écrivent, il se passe quelque chose de particulier. Puis bien sûr, évidemment, ça fait partie de toute la mise en scène de cette histoire-là. Les cris de jouissance, des cris de discussion entre les personnes. Puis surtout, les protagonistes s'oublient, quoi. Quand on est devant une caméra qui tourne depuis 3 heures et qu'on n'a pas la sensation qu'il y a 4000 personnes qui nous regardent. Enfin, je pense qu'il y a des dialogues assez surréalistes. Il y a c'est un moment où il y avait des échéances électorales importantes, type Trump aux États-Unis et Macron en France. J'ai des extraits de discussions politiques hallucinantes là-dessus, qui sont marrantes. Et je les ai confiés à un artiste qui s'appelle Olivier Lasson, un artiste de musique concrète, qui les a ensuite, qui en a fait des sextapes, des vraies cassettes, avec, pour chaque œuvre, pour les 50 œuvres qui existent photographiques, qui ont un titre issu du nickname de chaque personne. Et voilà, on a fait une vraie sextape qui reprend en fait ces sons-là retravaillés, mais qui sont vraiment issus de ces sites. Et du coup, on parlait de ces monolithes. Quelle place occupe la matière dans ton travail ? Pourquoi il est important pour toi de pouvoir toucher ton travail, le voir consigné dans des ouvrages ? Parce que j'aime ça. Tu vois, on est dans mon bureau, il y a plein de photos au mur. Quand j'étais petit, j'ai découpé dans les magazines. Maintenant, je les achète et je les collectionne.
Et c'est pas pareil d'avoir un original qu'une photo de magazine. C'est un débat qu'on a souvent aujourd'hui à l'heure des Netflix et compagnie. Moi, je préfère encore, c'est horrible ce que je vais dire, je préfère pouvoir voir Citizen Kane que de devoir attendre une rediff au Champollion, même si je vais courir le jour où il y aura une rediff au Champollion. J'aime pouvoir avoir accès aux œuvres, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur reproduction. Et je continue toujours de découper des magazines pour me faire des captures écran sur Instagram, et c'est pas franchement les chromies, on est loin de la matière, mais dès lors que j'ai la possibilité en tout cas de me rapprocher de la matière d'une photographie, je le fais, et voilà, et je les accroche sur mon mur et je les regarde, parce qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'une onde, et qui est pas binaire, qui est pas un 0-1-1, et qui est pas quelque chose de désincarné qui se passe entre une œuvre et soi. C'est quelque chose qui est palpable, qui est de l'ordre de la peau, et voilà, on est sur deux surfaces qui résonnent entre elles, et voilà pourquoi c'est important, et voilà pourquoi Screen Love, c'est marrant parce que Screen Love et Airline, par exemple, je les montre peu ne serait-ce que sur mon site internet, parce que je trouve que ça marche pas. Dès lors qu'on se décolle de l'objet, on s'affranchit complètement de ce que c'est censé être, et pour moi ça marche beaucoup moins. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu d'Airline ? Ouais, Airline, c'est un projet là, très, très plastique. J'ai toujours privilégié le côté hublot dans les avions. Et je passe, en général, je m'ennuie pas souvent, et je dors peu parce que j'arrive défoncé quand il faut faire un taf quelque part. parce que je passe mon temps le nez sur le hublot. Et ça me passionnait. Et je pense qu'en fait, de la même manière, on parlait des obsessions tout à l'heure, c'est la même chose que cette histoire de voyeurisme qui se passe because les 3 marches pour aller voir à la fenêtre chez mes parents. En Auvergne, il y a à la fois cette fenêtre qui était plus haute, et puis toutes les montagnes qui sont pas très grandes, mais qui rognent quand même un peu l'horizon. Voilà, la question de l'horizon, de cette perspective d'où est l'infini, d'être sur un bateau en mer et de voir en fait comme ça en permanence cet horizon qui varie, et en même temps c'est à la fois fini et quelque chose qui ne se termine pas. Je me demandais comment est-ce qu'on peut faire rentrer ça dans le cadre d'un appareil photo et arriver à le décrire. Donc là, c'est une démarche qui est beaucoup moins documentaire, qui est extrêmement plastique. Et donc Airline, il s'agit de partir de ces photos prises depuis l'avion, en fait, où le ciel se confond vraiment avec la terre, et où on a du mal à dire c'est à cet endroit-là qu'ils se rejoignent. Et j'ai choisi de faire tirer à Fresson 2 images, une pour le haut de l'image, donc c'est la même photographie, mais il y a un tirage pour le haut, un tirage pour le bas, qui est forcément différent puisqu'il s'agit d'aplats de couleurs et qu'il n'a pas de référentiel pour dire de quel bleu est le ciel. Et ensuite, ces 2 tirages, je choisis de les découper, de les relier à un endroit où moi je détermine arbitrairement un horizon que je décide. Et voilà, et c'est juste ces espèces de 2 images comme ça, enfin de la même image, mais issues de 2 tirages différents qui sont réunis, flottantes dans des très grands cadres. C'est assez imposant, ça mesure 1m20 par 1m80, mais ça marche vraiment que quand on est en face. J'ai dit une bêtise, ça fait 1m20 par 90 cm, et j'aimerais bien que ça fasse 1m20 par... J'aimerais bien que ça fasse 1m20 par 1m80. Mais on est limité. Si Monsieur Fresson m'écoute, faut bosser sur les formats. On ressent dans ton travail cette envie de te mettre en difficulté, un peu en vaquant d'un univers à un autre. On passe de portraits de célébrités hyper nets à des clichés d'anonymes complètement flous. T'as toujours nourri un grand éclectisme dans tes sujets. On va voir si je réussis à dire ce mot correctement jusqu'à la fin. Cette diversité qui vient finalement donc nous renseigner sur ta conception de la photo. On en a parlé un petit peu au début, mais pourquoi il est important pour toi d'être en permanence ouvert à une multitude d'écritures photographiques ? J'ai jamais pensé que je deviendrais vite un photographe bon. Je veux dire, je pense que j'ai choisi une voie qui demande vraiment du temps. Alors j'ai du bol, ça fait 20 ans, et je pense que ça va encore un peu continuer, enfin en tout cas le temps que ça peut, mais ça commence à devenir intéressant maintenant. C'est-à-dire d'avoir ouvert toutes ces portes-là, en fait elles se nourrissent toutes les unes des autres. Aujourd'hui, je réalise, je pensais pas que j'en étais capable, 2 c'est très nouveau pour moi, donc mais la dimension filmique elle enrichit aussi la photographique, et je pourrais pas filmer si j'avais pas fait ce parcours en photographie. Ce que j'écoute en musique, et qui est extrêmement large, où je suis spécialiste de rien, donc je peux pas vous raconter l'histoire du punk des MC5 et à la Please Kill Me dans le livre Please Kill Me. Je peux pas être précis sur des époques en particulier, ni dans mon travail photographique, je suis pas ultra précis, mais néanmoins, je pense qu'à la fin, en fait, le résultat est plus riche que s'il avait été juste
creuser quelque chose, le même sillon toute sa vie. Et après, j'ai éminemment de respect pour les gens qui l'ont fait. Je suis absolument fan du travail d'Avedon. Je trouve que, voilà, si on prend un portraitiste qui a recherché au sein du même cadre une image qui change à chaque fois, et en arrivant aussi bien avec des inconnus d'immenses personnalités à en tirer quelque chose de singulier à chaque fois, je suis absolument admiratif, mais c'est pas ma manière de faire. J'ai toujours été dissolu, j'ai toujours été comme ça, et maintenant, aujourd'hui, on y trouve une forme un peu plus compacte. Voilà, peut-être parce qu'il y a le même bonhomme derrière, je sais pas, mais en tout cas, ce principe subjectif, et en tout cas de s'écouter, de se dire si mon chemin c'est celui-ci, et je le défends, et je vais le pousser jusqu'au bout pour voir où ça va, c'est toujours en tout cas la possibilité d'avoir un travail qui se nourrit de lui-même en permanence. Alors justement, de cet éclectisme, je voudrais Bravo. Merci. Je voudrais que de tout ce que tu as pu produire ces dernières années, tu ne retiennes qu'une seule image et que tu nous la racontes, que tu nous racontes visuellement dans un premier temps, et puis que tu nous expliques en quoi elle occupe une place particulière pour toi en tant qu'artiste. C'est une image qui doit être faite en 2015, je dirais. C'est sur un ferry entre la Corse et le continent. C'est un pont de ferry qui est peint avec une peinture antidérapante bleu ciel, mais assez moche. On le voit très vite puisque justement il y a un ciel très dégagé qui est beaucoup plus nuancé et bien plus beau juste derrière. Une petite bande de mer, juste une rambarde blanche, et il y a un transat jaune, un individu dessus qui a posé son sac juste à côté de lui qui est rouge. 3 couleurs comme ça, c'est très simple, très dépouillé, c'est pas un portrait. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Premièrement, parce que finalement, c'est une image très antérieure, mais il y a déjà cette question d'horizon qui me préoccupe, on l'a compris un peu. Premièrement, parce qu'il y a ça, et deuxièmement, parce que c'était un jour où j'écrivais pour la première fois à ce père biologique que j'avais venais de retrouver. Et en fait, d'une image hyper simple, chacun y verra ce qu'il veut, et puis elle existe dans 96 Months, cette image, parce que chacun peut se raconter son histoire avec cette image-là. Dans 96 Months, elles ne sont pas situées, les photographies. Donc ce que j'aime bien, c'est aussi que le spectateur se les accapare et se raconte son propre avant-après, et que ça laisse, en tout cas, de pas guider l'émotion qui pourrait ressortir. Et aujourd'hui, elle compte parce que je suis en train de décrire ce récit-là, en fait. Et voilà, et c'est une date particulière qui résonne pas seulement dans un travail photographique aujourd'hui, alors que c'est une photographie assez banale, anodine et éminemment simple. Est-ce que tu voudras bien que les auditrices et auditeurs la voient ? Non, non, bien sûr, oui. Ça restera un mystère. Non. Alors on va s'embarquer sur un sujet complètement différent, s'éloigner un peu de ton travail pour parler de la situation du secteur culturel en général à l'heure actuelle, changement d'ambiance. Je vois que tu t'exprimes assez souvent sur les réseaux sociaux pour prendre position sur les décisions gouvernementales à l'égard du monde culturel ces derniers mois. La dernière nouvelle en date qui a secoué le monde photographique, et en particulier, c'est la relégation de la délégation de la photographie au rang de simple bureau au sein du ministère de la Culture. Cette délégation existait, il me semble, depuis 2017. Elle était le résultat d'une lutte et de négociations particulièrement houleuses entre le secteur et le ministère de la Culture. Comment, en tant qu'artiste, tu appréhendes cette situation, la situation dans laquelle vous êtes laissé ? Qu'est-ce que tu redoutes pour les mois et les années à venir ? Déjà, j'apprends la situation en tant qu'individu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, et j'ai envie de prendre l'échelle la plus large, c'est-à-dire ne serait-ce que dans le monde, en Europe et en France, me préoccupe. Parce que j'ai l'impression qu'on a un système démocratique malade. Et je n'aurais jamais pensé en arrivant à dire ça. Et c'est à la fois extrêmement flippant et passionnant. Parce que je pense qu'on va vivre, nous et les générations futures, un moment assez passionnant de l'histoire, qui à mon avis va être violent. Parce que, et je déteste la violence. Et c'est un truc qui me hérisse, et pourtant je pense qu'on va précisément vers ça. Et si on resserre un tout petit peu l'échelle, c'est vrai que de voir ensuite au sein de la France les différentes crises sociales, puis aujourd'hui celles qui sont liées au coronavirus, l'état d'urgence permanent et la manière de le traiter de le gouvernement est assez préoccupante en fait. On a pris Macron comme étant quelqu'un qui allait être le sauveur de beaucoup de maux, et puis on se rend compte à quel point on s'est fait avoir en fait. Et ce que je déplore aujourd'hui, si on resserre de nouveau un peu plus sur la culture, c'est que tout se fait en douce. On était censé être dans une transparence et dans une manière exemplaire de communiquer, et dans une démocratie
républicaine et démocrate, très proche du peuple. On en est très loin. C'est quelque chose qui se fait, en tout cas par décret, dans les bureaux, sans en parler, dans une assemblée sans députés. Je parle des questions de loi sur la sécurité globale qui me touchent en tant que photographe journaliste. Je parle de tous ces petits reculs de liberté qui existent. Si je parle du secteur culturel un peu plus, c'est que je vois le plan de relance Bachelot qui est en fait un plan de relance dans lequel on trouve 400 millions dédiés à l'audiovisuel français qui était déjà prévu. On trouve 150 millions pour le château de Villers-Cotterêts, pour la francophonie, qui est une ruine que Macron veut réinstaurer et dédier à la francophonie. Et est-ce qu'on a besoin de ça maintenant ? Il y a 80 millions pour Versailles, 80 millions pour l'Opéra de Paris qui sont déjà très subventionnés. Pour moi, c'est des joyaux de la couronne, d'accord, mais on fait quoi de la culture de demain ? Il reste quasiment rien sur ces 2 milliards annoncés, qui sont vraiment du flan, en fait. Il y a un pass culture pour lequel il n'y a pas de proposition, pas d'innovation, pas de perspective. Et aujourd'hui, on néglige complètement l'une des forces vives de ce qui existe dans nos vieilles démocraties, en fait. C'est la question de rêver, de vibrer, de redécrire le monde avec des outils qui sont pas forcément scientifiques, mais qui sont sensibles, qui sont pas factuels, mais qui sont pas objectifs, qui sont subjectifs, qui laissent à chacun une liberté et de l'espace. Et aujourd'hui, on est en train de verrouiller petit à petit tout ça. Il y a un collectif qui s'appelle l'Appel des Indépendants, qui a été créé à Lyon par l'association Artifarti qui s'occupe des nuits sonores et qui a demandé à ce que toutes les structures culturelles indépendantes et les médias se retrouvent autour de cet appel-là. On doit en être à 1700, peut-être 1800 structures aujourd'hui qui nous ont rejoints pour juste remonter de la data, savoir à un moment donné combien on pèse, nous, les voix des indépendants. Parce qu'un libraire au fin fond de l'Aveyron, c'est tout aussi important qu'un gros festival au fin fond de la Bretagne, parce que juste avoir accès à quelqu'un qui va nous conseiller dans cette petite ville et avec qui on va pouvoir avoir un échange. Il y a des problématiques communes, en tout cas, entre ces deux différentes entités, aussi éloignées soient-elles, et qu'il faut débattre et qu'il faut discuter. Et il y a aussi beaucoup de choses qui les opposent, mais en tout cas, comment est-ce qu'on va construire la culture de demain ? Certainement pas avec un plan qui va fabriquer un château de la francophonie et redoper en tout cas une industrie culturelle malade là où il n'en a pas besoin. Si on resserre encore et qu'on va sur le terrain de la photographie, c'est la même. C'est à un moment, un 31 décembre, on décide que une délégation, qui certes avait été, comme tu l'as dit, super disputée et âprement gagnée, va devenir un bureau. Alors, en fait, finalement, c'est juste une question de RH, cette histoire. C'est-à-dire que ça se trouve, ça va devenir, c'est juste des gens qui vont bouger de poste, et puis une dotation qui va être la même en termes d'argent, des décisions qui vont se prendre de la même manière, mais c'est juste le symbole et la manière dont c'est fait, en fait. Pourquoi est-ce que dans ce cas, on le change ? Premièrement, et deuxièmement, pourquoi on le fait un 31 décembre en loose day, en fait. À un moment donné, dites-nous que vous voulez nous sortir du jeu, et c'est pas très grave, en fait, et on s'opposera d'une manière différente. Mais on peut pas, nous, aujourd'hui, se laisser traiter de cette manière-là en tant qu'artiste. Et encore une fois, ça marche en tant que photographe à cause de cet événement, ça marche en tant qu'acteur du secteur culturel aujourd'hui, et que gérant d'une structure culturelle, puisque le studio ici dans lequel on est, c'est aussi une boîte de production qui vit pas sur des fonds publics du tout. Et ensuite, en tant que citoyen, d'une manière beaucoup plus générale, je suis vraiment préoccupé de ce qui se passe. Et oui, il y a l'échéance présidentielle qui arrive bientôt. Moi, ça me fait extrêmement peur. Pour la première fois, je me dis, je vais peut-être pas voter. Je pensais pas que je dirais ça un jour. Et ça me préoccupe énormément et je peux pas prendre ce genre de décision et vous dire ça aujourd'hui dans un podcast et rien faire entre deux échéances, en fait, de vote. Donc c'est pour ça que je m'implique, c'est pour ça qu'on réfléchit, c'est pour ça qu'en tout cas on essaie de créer au moins des réseaux et de penser ensemble avant, en tout cas, de pouvoir s'investir sur le secteur politique. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que nous, les artistes, on est quand même très loin du secteur politique. On le critique beaucoup, et c'est important. Mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et faire quelque chose, en fait, dans cette histoire. Et ce qui fait peur, c'est à la fois ce manque de transparence et puis aussi le flou total dans lequel les acteurs politiques sont eux-mêmes. Là, je voyais, par exemple, si on reprend le cas de la délégation de la photo, pas mal de journalistes, du coup, ont contacté le ministère de la Culture. Et alors, soit ils mentent, soit c'est délibéré, soit ça ne l'est pas, mais personne n'avait l'air d'être au courant de ce qu'il y avait un changement de budget, ce qu'il y avait un changement de RH. Personne ne connaissait les contours, du coup, de cette décision-là, d'où elle venait. Non, mais quand Bachelot a été interpellé
à l'Assemblée nationale par le seul député qui était un député vert qui a bien voulu l'interpeller sur la question du pass culturel, elle a répondu, elle a repris au bon une des propositions que le mec faisait dans son allocution. Donc à un moment, ouais, les mecs sont pas au courant et sont en flux tendu sur du réactif, pas du tout dans de l'action, pas du tout en réfléchissant. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on nous infantilise en fait énormément et que c'est aussi une autre manière de détourner nos responsabilités individuelles en fait. Et auquel l'état d'urgence participe en fait. L'état d'urgence permanent, il existe aussi pour ça. J'aimerais beaucoup qu'on rouvre les cinémas demain mais c'est pareil, on comprend pas pourquoi, c'est kafkaïen. Il y a un truc qui est absolument dingue, voilà, on va le laisser comme ça. Et même si je pense que le combat, il est pas sur le fait d'ouvrir un cinéma demain, il est vraiment sur qu'est-ce que ça va être la culture après. Et ça, c'est vraiment la flip. Roselyne Bachelot a été interviewée là récemment au micro de je ne sais plus quelle radio. Elle a eu un propos assez lunaire où plutôt que de s'exprimer en détail sur les mesures qu'elle allait être prises pour la culture, elle nous a sorti quelque chose comme de très poétique en tout cas. Mais c'était nous connaîtrons des lendemains meilleurs, quoi. Ouais, super. Ok, cool. T'as parlé un petit peu de l'appel des indépendants, donc je mettrai le lien du manifeste en description, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, moi j'avais relevé plus de 1600 signataires, mais ça a sûrement dû augmenter, qui viennent de 170 villes de France, et qui proposent du coup de donner des pistes de réflexion pour un nouveau contrat culturel et social. J'ai vu que tu l'avais partagé également, donc l'objectif c'est vraiment de revenir sur un constat chiffré assez objectif pour donner des pistes, quoi. Ouais, mais surtout c'est de réfléchir ensemble, comme je disais, c'était de se mettre autour de la table pour des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes perspectives politiques, ni les mêmes problématiques, mais qui à un moment donné se mettent à réfléchir sur la suite, parce qu'il faut bien réfléchir à la place des politiques, comme tu le disais, je suis pas certain en tout cas qu'il y a un énorme travail de réflexion qui soit fait rue de Valois en ce moment. L'appel des indépendants, c'est hyper important d'y participer, et je profite de ton micro pour vraiment en tout cas inviter toutes les structures indépendantes de la photographie qui peuvent penser que c'est un peu loin d'eux, que ça l'est pas du tout en fait. C'est que ça a été lancé à l'initiative du théâtre vivant, de la musique actuelle et du spectacle vivant, donc forcément ça nous paraît un peu loin, mais nous aussi on est des acteurs culturels et on a quelque chose à dire et à défendre. À un moment donné, si on met tout ça sur la table et qu'on commence à en parler, on va vraiment pouvoir se rendre compte de quelles sont les problématiques et de comment est-ce qu'on peut en sortir, à politiser et idéologiser l'histoire, et à ce moment-là, à devenir un peu crédible. L'appel des indépendants, c'est pas juste des mecs qui signent en fait en bas d'un truc et qui disent ouais super, on fait partie de ce truc-là. Change.org. Non, c'est pas change.org. C'est à un moment donné, il faut pouvoir justifier que son financement il est indépendant, donc c'est-à-dire il y a des critères assez précis. Ça reste assez ouvert, mais c'est très précis. C'est de dire à un moment donné, voilà ce que moi aujourd'hui ma structure elle pèse dans le milieu culturel. Voilà, il y a tant d'emplois directs, tant d'emplois indirects. On gagne autant d'argent, pas pour faire une enquête fiscale sur tout le monde. En tout cas, c'est une volonté. On n'a pas attaqué ce travail-là, mais c'est l'idée de se dire, voilà, en tout cas, qu'est-ce que ça représente pour pouvoir justement avoir un vrai discours auprès des politiques. Et puis surtout, ça a été des workshops à Lyon où on s'est retrouvés autour de table avec tout un tas de problématiques, parce que ce genre de choses, comment est-ce qu'il fallait installer une gouvernance, donc il y a un parlement de 20 personnalités issues des différentes structures qui s'occupent en tout cas de porter les différentes initiatives et tout ce qui a été fait. Et il y a un manifeste de 200 pages qui reprend plein de propositions, plein d'idées, plein de choses assez novatrices dans le secteur de la culture pour demain. Et ça, en fait, c'est un vrai boulot de jus de cerveau qui est génial et qu'il faut utiliser, qu'il faut critiquer, qu'il faut remettre en perspective, pour lequel il faut travailler en tout cas, et en tout cas apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que la photo est un peu manquante dans cette histoire. Donc là, j'invite les galeries, les éditeurs, les producteurs d'événements à en tout cas au moins s'intéresser, à aller faire un tour sur le site, voir ce qui a été fait, et peut-être en tout cas se ranger derrière cet appel-là. Bon, on va terminer cet entretien sur une note plus égocentrique quand même. Est-ce que tu pourrais nous parler des projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Est-ce qu'on va pouvoir te voir en 2021 quelque part? Un lieu ouvert, tu veux dire? Vous pouvez venir me voir ici. Alors, moi, je reste toujours très ouvert pour discuter de photos, et en tout cas, voilà, enfin, quoi que ce soit, la question de la formation me manque aussi, parce que je ne peux plus donner de stage. C'était le cas à Arles, c'était le cas de temps en temps à Louis Lumière. En ce moment, ça n'existe plus. Je termine un travail pour la SACD pour faire écrire des jeunes de première, qui me prend du temps, et ça, j'aime bien en ce moment.
Ça, on me verra pas et ça verra pas le jour, mais en tout cas, ça verra le jour plus tard à travers eux et c'est génial. Il y a un roman qui est en cours d'écriture, il y a un film qui est en cours de scénario, et puis il y a tout un projet justement de portrait, on l'évoquait tout à l'heure, que j'aimerais bien creuser un peu plus et qui s'affine de jour en jour, mais comme c'est une réflexion qui demande du temps, puisqu'il va s'agir de quelque chose qui va se retrouver en galerie, eh bien, il faudra patienter encore un peu. Mais ça va, j'en ai du temps. Et c'est là qu'on se retrouvera, quand tout ça ira mieux, comme dirait Roselyne, des lendemains meilleurs. Bisous Roselyne. Merci encore. De rien, Julien, plaisir. D'avoir accepté cette rencontre. J'invite dès à présent nos auditeurs à aller découvrir ton travail, cette fameuse photo, sur la page Insta de Perspective, perspectivepod.cast. Vous retrouverez également en description le lien du manifeste dont nous venons de parler. Pour soutenir Perspective, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser 5 étoiles si vous nous écoutez depuis la plateforme d'Apple et de parler du podcast autour de vous, sur les réseaux ou dans la vie réelle si vous avez encore une vie sociale. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.